Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8. Tout de suite, les titres. Alors la gendarmerie, en effet, va ouvrir ses portes et ça se passera le samedi 13 mai à Maisons-Alfort. Alors ça intéresse évidemment tous les habitants de l'Île-de-France, mais évidemment les habitants des Yvelines. Et vous pourrez découvrir grâce à des animations, à des démonstrations et à des rencontres les multiples métiers de la gendarmerie. On en va en parler dans quelques instants. Une entreprise de Saint-Quentin a mis au point Mover. Mover, c'est un système de réalité virtuelle sans casque, utilisé notamment pour soigner de la dyslexie. Et les résultats sont impressionnants. On en parlera également tout à l'heure. Et puis, comme chaque mercredi, la sélection des films qui sortent aujourd'hui sur les écrans, au menu du suspense, de la comédie aussi. Mais quoi voir ? Eh bien, c'est la sélection de Céline Charles. Et puis tout de suite, le temps qu'il fera demain. Alors demain matin, c'est nuageux avec des températures, vous le voyez, qui avoisineront les 10 degrés, donc c'est ni froid ni chaud. Et puis on passe à l'après-midi, et l'après-midi, il pleut. Alors il pleut, pour certains c'est une mauvaise nouvelle, mais pour beaucoup d'agriculteurs, ça n'est une bonne. En plus, les températures seront un peu plus clémentes, 16-17 degrés. Vous le voyez dans la plupart des régions des Yvelines. Et avec vous, Régine Ralèche, on va passer aux infos du jour. Oui. Et on va commencer par une information. Alors, le PSG, qui cherche un stade, pourrait s'installer dans les Yvelines. Effectivement, Patrice, c'est l'une des solutions évoquées. Un sondage a été réalisé auprès des supporters du club. Un questionnaire a été envoyé hier aux fans et propose 4 solutions pour le futur stade. La première concerne une rénovation majeure du Parc des Princes. La seconde, le rachat du Stade de France. Et les 2 dernières options évoquent la construction d'un nouveau stade, soit dans un rayon de 5 km du Parc des Princes, ou bien justement dans les Yvelines, autour de Poissy, qui accueillera justement à partir de cet été le futur terrain d'entraînement du PSG. Oui, il y a déjà le futur terrain d'entraînement, ça c'est sûr. Peut-être le stade, on verra bien. Il y a en tout cas des sondages qui poussent dans cette solution. On continue toujours avec du sport, avec du tennis maintenant. Et il devrait faire son grand retour au tournoi d'Aix en province. En difficulté depuis le début de la saison, le tennisman yvelinois Arthur Rinderknecht a confirmé cette nouvelle sur les réseaux sociaux. Il explique également sur ses réseaux sociaux les raisons de son début de saison poussif. Depuis décembre, il a enchaîné le Covid-19, la mononucléose et la pubalgie à son retour de l'Open Australie. Au total, le Saint-Germanois n'a remporté que 5 matchs depuis janvier, des résultats qui l'ont fait redescendre à la 80e place mondiale. On lui souhaite d'aller mieux cette année. On lui souhaite d'aller mieux, effectivement. Et puis on continue avec, comme tous les jours, il y en a. Il y avait eu une manifestation aujourd'hui à Versailles. Tout à fait, plusieurs syndicats enseignants se sont réunis place du marché Notre-Dame à Versailles. Ils dénoncent le projet de généralisation du service national universel SNU souhaité par le chef de l'État Emmanuel Macron. En déplacement sur le stand SNU, Sarah El Haïry, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, a été accueillie par un concert de casseroles. Alors si je vous parle du chiffre du jour, je subodore que vous allez me dire 55 624, mais 55 624 quoi ? Bien, 55 624, c'est le nombre de procès-verbaux qui ont été dressés sur l'année 2022 à Versailles. Alors cela paraît gros et pourtant, d'après nos confrères de l'hebdomadaire Toutes les Nouvelles, le nombre d'amendes aurait diminué de 3,24% par rapport à l'année 2021. Alors le but n'est pas de dresser le plus d'amendes, mais de réduire les stationnements abusifs, d'après les propos de Jean-Pierre Laroche de Roussanne, l'adjoint au maire de Versailles. Et la recette globale pour 2022 s'élève à près de 1 300 000 € pour la ville. Et puis il y en a un qui revient un petit peu, c'est le Covid. Le Covid, on en reparle. Et pourquoi on en reparle ? Alors on en reparle, Patrice. Alors on espère qu'il ne reviendra pas, mais justement ce jeudi démarre une campagne de vaccination, de rappel contre le Covid-19. Elle concerne les personnes les plus fragiles et dès l'automne, une autre campagne de rappel sera recommandée à un plus large public.
Merci beaucoup, Régine Ralech. Et on va parler avec vous, nos premiers invités, de la gendarmerie. De la gendarmerie qui ouvre ses portes. Je l'ai dit, c'était le 13 mai, hein, c'est ça? À Maison-Alfort. Alors, ça concerne évidemment toute l'Île-de-France. Alors, je vous présente, il y a le major Christophe Carlier. Oui, bonsoir Patrice. Et vous êtes chef du centre d'information et de recrutement de Paris Gendarmerie. C'est ça. Et chef d'escadron Aurore Rigaille. Vous êtes chef du bureau de communication de la région gendarmerie Île-de-France. Et c'est la preuve qu'il y a des femmes dans la gendarmerie. Il y a des femmes, effectivement. Tout à fait, il y a des femmes. La gendarmerie est féminisée à hauteur de 20%. 20% de femmes dans la gendarmerie. Et c'est de plus en plus? Oui. On a de plus en plus de candidats féminines qui souhaitent rentrer en gendarmerie. Justement, le 13 mai, oui, ça sera l'occasion de leur montrer les différents métiers qu'elles peuvent prétendre au sein de la gendarmerie. Alors, on va voir qu'il y a des dizaines de métiers différents à l'intérieur de la gendarmerie. On va en parler dans un instant. Mais est-ce qu'il y a une spécificité des femmes ou des hommes, ou est-ce que vous faites exactement les mêmes tâches? Alors, les femmes et les hommes peuvent faire exactement les mêmes métiers, les mêmes tâches au sein de la gendarmerie, en choisissant des spécialités en fonction de leurs évolutions de carrière ou de leurs souhaits d'affectation et autres. Donc, la gendarmerie propose exactement aux hommes et aux femmes les mêmes perspectives de carrière. Absolument. Alors, vous êtes chef d'escadron, vous êtes major. C'est quoi un major? C'est quoi un chef d'escadron? Allez-y, un major, par exemple. Un major, donc c'est le dernier grade du sous-officier. D'accord. Donc moi, je suis rentré il y a quelques années dans le corps des sous-officiers. J'ai passé un concours, comme ceux que nous passons actuellement, et j'ai pu gravir tous les différents grades jusqu'à atteindre ce grade de major. D'accord. Et chef d'escadron, donc c'est un grade, je dirais, intermédiaire d'une carrière d'officier qui commence à lieutenant, poursuit par capitaine, chef d'escadron, lieutenant-colonel, jusqu'au généralat. Donc voilà, c'est une carrière d'officier. Alors, par exemple, Christophe, vous nous disiez, vous aviez passé un concours. Alors, concours pour être sous-officier directement? C'est ça, oui, tout à fait. Alors, c'est réservé à des jeunes qui ont le baccalauréat, qui ont entre 18 et 35 ans. Et en fait, après s'être inscrit sur le site de la gendarmerie-recrute.fr, on va les convoquer à des épreuves. Alors, épreuve d'admissibilité, c'est une épreuve de culture G. Et ensuite, en cas de réussite à cette épreuve d'admissibilité, ils vont entrer en épreuve d'admission, où là, ils vont avoir une épreuve de sport, un entretien avec un jury, et si les notes sont bonnes, et que la moralité est également bonne, ils vont intégrer une école de gendarmerie pour suivre une formation en école de gendarmerie. Et qui dure? Alors, c'est 9 mois. 9 mois. Et Aurore, vous avez passé une école d'officier, un concours d'officier? Alors, pour ma part, moi, je suis directement rentrée au grade d'officier en passant le concours qui est ouvert aux universitaires titulaires de Master 2. D'accord. Donc, il y a un concours qui permet d'intégrer directement l'école des officiers de gendarmerie nationale, d'y suivre une scolarité de 2 ans et de sortir ensuite au grade de lieutenant pour aller commander une unité élémentaire sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Chef d'escadron, ça correspond à capitaine ou pas? Non, c'est le grade supérieur. Supérieur, un commandant? Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. C'est l'appellation gendarmerie. Voilà, mais j'aime bien préciser les choses comme ça. On sait trop. Qu'est-ce qui vous a poussé, je peux passer un peu de questions personnelles, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la gendarmerie? Qui veut commencer? Moi, c'était très simple. C'était vraiment pour la diversité des missions. Aujourd'hui, un jeune qui rentre en gendarmerie peut donner une vraie identité à son parcours. S'il veut travailler dans la police judiciaire, il pourra travailler dans la police judiciaire, dans la sécurité. Ah oui, on va voir tout à l'heure dans le domaine de l'intervention. J'ai été fasciné, moi, par le nombre de possibilités. Exactement. Un jeune peut donner un vrai sens à son parcours. C'est aussi à lui de faire en sorte qu'il suive les formations nécessaires et proposées par la direction générale. Mais quand vous avez passé le concours, vous avez dit pourquoi je veux être gendarme, quoi? En fait, je me suis dit je veux faire un métier utile. Et je trouve qu'un gendarme, c'est un métier qui est vraiment très utile et surtout qui travaille au profit de la population. Et moi, ces deux éléments, ces deux points forts, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai présenté le concours de sous-officier de gendarmerie que j'ai réussi. Et, d'ailleurs, je dis ça comme ça, mais on voit beaucoup, parfois il y a des tensions entre la population et la police d'une façon générale.
il me semble que les gendarmes sont peut-être mieux acceptés, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous êtes plus dans des zones rurales aussi, non ? Oui, la gendarmerie est très implantée, la gendarmerie est implantée partout, sur quoi, 95% du territoire, au contact de la population, dans beaucoup de zones rurales, mais pas que, aussi au contact de la population périurbaine. Elle est bien souvent le dernier recours, en tout cas, c'est un service ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui propose une offre de sécurité, mais également une réponse à tout concitoyen qui vient chercher une réponse. Et alors, je vous pose la même question que j'ai posée à Christophe. Vous êtes donc au Master 2, hein, c'est ça ? Et vous êtes donc une femme et vous dites, voilà, je veux dire gendarme. Qu'est-ce qui vous a poussé à ça ? Alors la multiplicité des possibilités en fait en termes d'évolution de carrière, la gendarmerie offre à peu près 300 métiers dans lesquels on peut évoluer, que ce soit sur la partie dirigeante. Donc moi j'ai choisi plutôt un métier d'officier qui est plutôt dans la direction, l'accompagnement et le commandement de personnel, voilà exactement, le management. Dire, ouais. Et cela dans 300 métiers, dans autant de spécialités, sur tout le territoire métropolitain et en Outre-mer, ce qui offre quand même pour une carrière des possibilités énormes, notamment en termes d'évolution, en termes de possibilités de mobilité et de changement également d'un métier à l'autre. Voilà. Alors, une question de structure. Alors, vous êtes des officiers, enfin des gendarmes, enfin des soldats, hein, enfin vous dépendez de l'armée, mais vous dépendez du ministère de la Défense ou du ministère de l'Intérieur ? On ne sait plus maintenant. Des deux. Des deux, hein, c'est ça ? Tout à fait. Des deux, mon général. Nous relevons statutairement du ministère des Armées, donc nous avons statut de militaire, et tout ce qui concerne l'emploi est mis à la main du ministère de l'Intérieur. C'est ça, parce qu'il y a eu une sorte de regroupement un peu entre la gendarmerie et la police. Il y a eu des tensions par le passé, il y en a moins aujourd'hui. Je ne veux pas vous faire parler de ça parce que c'est un sujet un peu compliqué. Vous faites cette journée porte ouverte, donc ça veut dire, je suppose, qu'il y a des besoins de recrutement. Il y a des besoins de recrutement, effectivement. Comme dans beaucoup d'administrations, nous avons des besoins de recrutement. Nous avons besoin de montrer en fait à la jeunesse les multiples perspectives de carrière, tous les métiers qui existent en gendarmerie, parce que bien souvent l'image de la gendarmerie se résume à l'image d'un gendarme peut-être au bord de la route, ou en tout cas ce qui peut être montré. On va prendre oui, parce que ce qu'on voit le plus c'est ça, c'est les gendarmes. Bonjour, on va parler avec vous tout à l'heure dans quelques instants. C'est la sécurité routière, hein, c'est ce qu'on voit le plus souvent, mais il y a les brigades territoriales, par exemple. Alors, les brigades territoriales, c'est quoi ? Alors, une brigade territoriale, c'est une brigade qui assure un accueil du public et surtout qui assure une surveillance de son territoire, donc qui a compétence sur une circonscription. C'est un ensemble de communes et les territoires qui sont rattachés et qui assurent la prévention des atteintes aux biens et aux personnes sur ce territoire en lien avec les élus et tous les acteurs du territoire. D'accord. Donc ce sont des personnels que l'on voit très souvent très également. Souvent aussi, voilà. Alors, le peloton de surveillance et d'intervention, ça c'est plus... Alors ça, c'est davantage une unité d'appui qui vient en renfort et en appui de la brigade territoriale, donc plutôt spécialisée dans l'intervention. Dans les interventions, oui, en cas d'effraction, de hold-up, de choses comme ça. Il y a les unités de police judiciaire ça, on voit, qui font des enquêtes, hein, je suppose. Oui, ça c'est assez nouveau. Je pense la lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé. Alors, ce n'est pas proprement nouveau, mais c'est vrai qu'il y a un focus un peu plus poussé depuis les annonces du ministre de l'Intérieur, mais il y a toujours eu en fait des gendarmes spécialisés dans les atteintes à l'environnement, parce qu'on est quand même sur une réglementation un peu plus particulière, en tout cas poussée, et nous sommes en train de développer le nombre de ces enquêteurs qui sont en mesure de relever les infractions et de poursuivre les contrevenants qui viendraient apporter atteinte. C'est intéressant, enfin, quand je dis c'est nouveau, parce qu'il y a de nouvelles contraventions, notamment de nouvelles infractions contre les atteintes à l'environnement. Il y a une mission, alors ça c'est en Outre-mer, mais c'est un très joli titre, parce que c'est un titre un peu ancien, la gendarmerie prévôtale, hein, c'est ça ?
Absolument. Alors, ce n'est pas en Outre-mer, c'est la bon, gendarmerie. Outre-mer ? Alors, ça peut être en Outre-mer, mais c'est surtout sur les théâtres d'opérations extérieures. En fait, la gendarmerie est présente partout où une force militaire armée est déployée. Il y a des forces de gendarmerie et c'est la mission de la gendarmerie prévôtale. D'accord. Donc ça, c'est... voilà. Non, alors, on va vite, évidemment, mais déjà, on voit qu'il y a des dizaines et des dizaines de fonctions possibles et extrêmement différentes les unes des autres. Il y a évidemment la haute montagne, ça on le voit avec les hélicoptères, hein, souvent qui viennent chercher Tout à fait. les gens qui sont perdus ou les gens qui sont des unités spécialisées en secours aux personnes. Les forces aériennes aussi. Absolument, nous avons des pilotes d'hélicoptères, des mécaniciens qui travaillent au sein de la force aérienne de la gendarmerie pour assurer la surveillance 3D, mais également l'appui aux unités terrain sur des recherches de personnes, sur des opérations diverses et variées. D'accord. Alors après, je vais vite. Mais il y a aussi, assez nouveau ça, la lutte contre la cybercriminalité. Vous avez des gendarmes spécialisés là-dedans. Et puis, alors plus classique, mais enfin c'est magnifique, c'est évidemment la garde républicaine à cheval, qui existe toujours, il faut la regarder, quoi. Hein. Tout à fait, la garde républicaine qui a deux missions, la mission de protocole et de cérémonial, notamment en accompagnement des palais nationaux, des présidents, des autorités, mais également à travers cela, surtout la sécurité, en fait, du président de la République, des personnalités, des présidents des États étrangers et des palais nationaux. Un mot pour ceux qui vont venir à Maison-Alfort le 13 mai. Pour rentrer dans la gendarmerie, alors évidemment il y a des niveaux différents, sous-officier, officier, et puis gendarme. Il faut quoi? Il faut le bac, il faut... On recrute de 100 diplômes à bac plus 5, D'accord. De 17 ans à 35 ans, avec la nationalité française. D'accord. Voilà. Donc et la morale, l'IT. De préférence. C'est mieux. On est bien d'accord. Mais en fait, il faut surtout... tout le monde peut trouver sa place au sein de la gendarmerie. L'idée, c'est vraiment bien se renseigner. Donc pour ça, vous avez des centres d'information et de recrutement. Vous avez aussi cette journée du 13 mai qui va permettre à ces jeunes de bien se renseigner. Et en venant bien se renseigner... Il y a des animations, il y a des rencontres, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour exactement. savoir. Mais bien se renseigner, c'est quasiment être certain de faire un métier qui corresponde vraiment à ce que l'on recherche. On ne doit pas se tromper pour entrer en gendarmerie. Absolument. Voilà. Ah oui, quand on s'engage après. On s'engage pour combien de temps quand on s'engage? En fait, quand vous êtes recruté, vous partez à la limite d'âge de votre grade, donc 58 ans, 59 Mais ou 60 ans. Mais il y a un délai minimum, 5 ans, je ne sais pas. Non. Un gendarme peut, s'il le souhaite, s'orienter. On les accompagne d'ailleurs, on a une cellule de reconversion pour ça. Mais l'idée, c'est quand même de le garder. Oui, quand on l'a choisi. Est-ce que vous avez eu peur de temps en temps dans l'exercice de votre métier? Il peut arriver dans l'exercice du métier d'avoir effectivement des moments un petit peu plus difficiles que d'autres, mais la plupart du temps, on n'est pas seul. Et la force du collectif, on est souvent à 2, 3, quand on est en gendarmerie mobile, on est au sein d'un peloton. Cette force du collectif fait que bien souvent, la peur est ressentie après. Ensemble. Mais voilà. Le côté solidaire. On n'a pas parlé, mais il y a aussi le GIGN qui fait partie de la gendarmerie, oui. qui fait donc des actions avec des soit antiterroristes, soit sur des terrains d'action très très difficiles. Eh ben merci infiniment. Donc on rappelle 13 mai, Maison-Alfort, c'est toute la journée, je crois 10h 17h. 10h 17h. Voilà. Donc c'est parfait. Eh ben on va rester parce que on va aborder un sujet passionnant avec Emmanuel Icard qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG, le fondateur de Scale 1 Portal, c'est ça? On dit ça comme ça? Scale 1 Portal. Scale 1, voilà, en français. Exactement. Et là, qui développe... alors, Mover, on dit? Alors, Mover. on dit Mover, en Mover, fait. Voilà. Ouais, Mover, c'est une plateforme qu'on a créée, alors qui utilise les technologies immersives, c'est vraiment notre spécialité. Alors, c'est quoi une technologie immersive? Alors, je dis en deux mots pour qu'on soit au courant, c'est la réalité virtuelle au service de la santé. En gros, je dis ça. C'est de la thérapie, en schématisant un peu, sachant qu'effectivement, nous, on est aussi très avancé sur les technologies de réalité virtuelle sans casque. Où le principe de cette technologie-là, c'est que vous allez, au lieu de vous isoler dans un casque avec une image 3D devant les yeux, on va projeter ces images sur des murs. Et du coup, on va libérer l'utilisateur d'un casque qui peut être encombrant, anxiogène, et on va lui mettre des lunettes 3D de cinéma.
Ce qui fait qu'on va aussi être compatible pour les enfants dès l'âge de 6 ans. Oui. Et ça nous ouvre justement un potentiel sur Mover en particulier, hein, qui est un outil de traitement des troubles de l'apprentissage. De l'apprentissage, notamment la dyslexie, notamment La Mais dyslexie. au départ, vous faites du gaming, non? Oui, Vous tout à faites des fait. jeux... Ouais. Parce qu'on va parler de concours de jeux vidéo tout à l'heure. D'accord, oui, tout à fait. Et enfin, pas de jeux vidéo, mais de jeux en immersion, justement. Au départ, c'est ça. Mais au départ, c'est exactement ça. On est une bande de gamers hein, chez Scalone, clairement. Vous êtes à Montigny, hein, c'est ça? On est un Montigny-Bretonneux. Pronopole hein, à Montigny-Bretonneux. Et puis un jour, on a une orthoptiste qui nous appelle. Elle a tenté, elle dit je ne sais pas si ça se fait d'appeler une société comme ça. Elle nous appelle, elle nous dit mais j'ai vu vos jeux, j'ai peut-être des idées. Et donc elle est venue nous voir, elle venait de Rouen un vendredi soir à 21h, je me souviendrai toujours, on était avec Julien, là, mon associé. Et puis là on a commencé à phosphorer et imaginer effectivement des jeux. Effectivement le jeu est important parce que génère de la dopamine, pour les enfants en particulier, et donc génère un facteur de motivation supplémentaire dans la thérapie. Et la technologie qu'on avait développée, qui est sans casque, sans périphérique, permettait de mettre des interactions simples, mais efficaces. On voit d'ailleurs quelques images hein, de ce qui se passe. Et donc voilà, on a travaillé ça avec Charlotte Gibert, hein, donc, qui est orthoptiste à Rouen, qui a depuis rejoint en tant que thérapeute référente le projet. Et voilà, et on a créé ces jeux-là, on a créé ce dérivé. Donc c'est des jeux spécialisés, spécialement conçus pour régler, pour essayer d'améliorer des enfants qui sont atteints de dyslexie, de dysfonctionnement, voilà. Exactement, on va traiter tous les troubles cognitifs au sens large. Voilà. Donc il y a la dyslexie, dyspraxie, il y a aussi les troubles de l'attention. On a des thérapeutes qui traitent les autistes aussi. Tout ce qui est décisionnel, troubles de l'équilibre, les personnes qui ont des vertiges. Et donc voilà, c'est vrai qu'on a vraiment créé une plateforme immersive qui est une sorte de smartphone grande taille hein, du thérapeute, sur lequel on ajoute des applications. Et ces applications vont toutes avoir une fonction très spécifique pour adresser une certaine pathologie, de manière plus ou moins ludique en fonction effectivement de ce qu'on doit faire. Et justement, comment est-ce qu'une personne atteinte d'une pathologie peut utiliser ces technologies? Il faut qu'elle passe par un médecin ou... Alors nous, on n'équipe que les thérapeutes. D'accord. Clairement, aujourd'hui, on n'est pas du tout sur un outil grand public. On installe un écran de 3 mètres de large, une projection de 3 mètres de large en 3D dans le cabinet du thérapeute. Là, on va en avoir deux, là, dans 78. Le premier donc, qui est installé en cours depuis le mois d'octobre, et là on en installe un à Montfort-l'Amaury très prochainement. Et les résultats sont très prometteurs, c'est multiplié par 3. C'est au-delà de ce qu'on pouvait espérer, clairement. Au début même, c'était un peu, on en rigole avec Charlotte. Au début on disait bon Charlotte, t'as des idées, c'est un peu notre bébé, voilà. Et elle avait des résultats où on nous racontait quand même des histoires un petit peu dignes de Lourdes. Hein. C'est-à-dire des gamins qui n'arrivaient pas du tout à lire et qui se retrouvent en intensif à avoir un déclic en 5-6 séances et en suivant la thérapie, finalement, 6 mois plus tard, gagner le rallye lecture du collège. Et on a eu une première histoire comme ça, une deuxième, une troisième, on l'installe chez l'autre thérapeute et tous et toutes nous disent on a ce genre de résultat en fait. C'est une merveilleuse histoire pour vous. Ah, c'est génial. On est parce super contents. C'est très bien de faire du gaming. Hein, mais quand on est en plus, quand on sait qu'on peut avoir une utilité comme ça, hein, vous utilisez vous la réalité virtuelle On utilise, alors pas à ce stade aussi poussé, mais effectivement dans les formations de nos élèves gendarmes ou élèves officiers, on utilise effectivement les serious games ou quelques chose qui peut s'apparenter à de la réalité augmentée, justement pour les faire travailler dans des cas simulés, etc., sans forcément mise en danger ou déploiement sur le terrain. Oui. Mais vous continuez les autres activités. Alors on a toujours un fonds d'activité, effectivement, parce que on est quand même expert maintenant de toutes ces technologies-là. On existe depuis 2014, on travaille avec des gros industriels. Hein. Et vous travaillez aussi avec beaucoup de pays, les États-Unis, l'Inde. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce projet Mover a été construit sur la base d'une technologie et d'un produit qu'on avait surtout destiné aux salles de jeux américaines à la base, qui était du jeu pur. Donc oui, on a cette habitude. Le produit gaming, effectivement, depuis la phase Covid, a clairement décliné. Et puis aussi, on focalise aussi nos activités pour vraiment mettre notre cœur de l'effort, je dirais, dans le déploiement de Mover,
qui aide vraiment, qui a une vraie vocation, je dirais, à aider. Et je dirais même, philosophiquement, on va dire, parce qu'on accuse beaucoup les écrans, notamment, d'être responsables, notamment des problèmes de troubles de l'attention, des enfants en particulier. Et nous, on essaie de réutiliser la technologie encore un peu plus avancée pour essayer de corriger ça. Donc, on est vraiment content de... Combien vous êtes à Scale One ? On est 8 personnes à temps plein. Et on a... Qui a été créé en 2014. On a une petite société qui est autofinancée aujourd'hui. Et voilà. Et on a pu aussi la financer parce que on a aussi des grands groupes comme Renault en particulier qui nous a beaucoup sollicité sur des projets de R&D. Là, on a travaillé avec Dacia, on a travaillé avec EDF, on a travaillé avec un certain nombre d'acteurs par notre expertise en fait. Et là encore, toujours avec un tout petit peu de gamification dans les usages. Parce que c'est vraiment une attente globale, finalement, d'une génération qui arrive avec les codes du gaming sur le marché du travail et qui a besoin, finalement, de les retrouver tant et si peu, je dirais, au quotidien. C'est génial, c'est une histoire magnifique, je trouve, qui vous arrive et qui arrive grâce à vous. Ouais. Pourquoi Scale One Portable ? Alors, c'est pas le nom le plus facile à comprendre. Quand on a créé la société, en fait, on avait créé justement cet embryon de Mover que vous avez pu voir tout à l'heure avec ce portail qu'on appelle à l'échelle 1 parce qu'on est spécialiste de l'échelle 1. D'accord. Quand on va mettre dans un monde virtuel un objet qui fait 1 mètre, vous pourriez le mesurer avec un mètre ruban, il fera 1 mètre. Quand vous allez le mesurer, c'est de là qu'était venue l'idée en fait du nom de la société. D'accord. Bon, écoutez, bravo, merci beaucoup. J'avais juste une question, pardon, j'avais oublié de vous demander, j'avais envie de vous demander parce que ça peut intéresser quand même les gens qui voudraient être gendarmes. Est-ce qu'on peut avoir une vie de famille tout en étant gendarme ou est-ce que... Bien sûr, tout à fait. Il est fort possible d'avoir une vie de famille. Nous deux, nous en avons une. Le gendarme, en fait, la plupart du temps, est logé par la gendarmerie et habite sur son lieu de travail. Et l'hébergement, le logement accueille toute la famille et est adapté aux charges de famille. Donc, c'est même plutôt facilitant. D'accord. Je vous remercie de nous avoir présenté. Alors, évidemment, Mover et puis ces journées du 13 mai à Maison-Alfort. Vous faites évidemment des gestes de première urgence ou de premier secours. Oui, tout à fait. Tous les gendarmes sont formés aux gestes de premier secours. Et nous aussi, on essaie de former les téléspectateurs aux gestes de premier secours. Et chaque jour, cette semaine, on vous présente un geste de premier secours avec la Croix-Blanche 78. Et aujourd'hui, c'est la position latérale, vous connaissez ça, moi je ne connais pas, donc je vais regarder avec très fortement la position latérale de sécurité. C'est Julien Leroy qui nous dit tout. Dans cette séquence, on va aborder la conduite à tenir, à avoir face à une personne qui est inconsciente mais qui respire. Là, j'arrive près d'un jeune qui est sur le sol. Je regarde effectivement s'il y a un saignement important. Non. Et là, je vais commencer à vérifier s'il parle. Tu m'entends ? Serre-moi la main. Cligne des yeux. Et là, pas de réaction. La victime est donc inconsciente. Il va falloir qu'on bascule la tête en arrière pour libérer les voies aériennes. En fait, lorsque la victime est inconsciente, elle est bien plus molle que lorsqu'elle dort. Tellement molle qu'effectivement, la langue a tendance à descendre. Le problématique, c'est qu'effectivement, ce qui est dans son ventre est très liquide. Ça peut sortir, il peut se mettre à vomir. Et là, s'il vomit, les sécrétions gastriques peuvent descendre dans la gorge et comme il respire, ça va dans les poumons, il va mourir noyé dans son vomi. Donc il faut le mettre sur le côté. Pour cela, on commence par retirer les lunettes pour préserver le visage, rassembler les jambes. Le bras qui est de notre côté, on va faire 2 angles droits vers le haut pour libérer l'articulation, faire que la circulation sanguine se fasse bien. Prendre la main opposée, la mettre contre son oreille. Ça va garder la tête, les voies aériennes libérées le temps du retournement. Soulever le genou extérieur pour faire un bras de levier. Et donc sans effort, même si la victime est plus lourde que nous, en appuyant sur le genou, ça tourne tout seul. Ma main bloquée, je la retire en tenant son coude. J'enlève le masque, j'ouvre sa bouche pour que les sécrétions gastriques, sanguines et salivaires puissent s'en aller. Et là, je vais stabiliser le bassin en mettant l'axe genou-hanche perpendiculaire au ventre.
On va couvrir la victime avec un pull, une couverture de survie pour la préserver donc, des intempéries et préserver sa température corporelle. On prévient les secours pour dire que la victime est en position latérale de sécurité et on va surveiller. Il faut vérifier qu'il continue à ventiler. Ne t'inquiète pas, les secours vont arriver. Il y a des victimes qui entendent tout jusqu'à l'hôpital, donc on continue à leur parler. Je vais mettre la main sur votre ventre et là, il faut que l'on puisse sentir les mouvements du ventre pour s'assurer que la victime respire et donc assurer la surveillance jusqu'à l'arrivée des secours. Voilà la position latérale de sécurité qui n'a plus aucun secret pour nous. On va parler dans un instant avec vous, Nadir Joulin. Bonjour. Youlin. Joulin Youlin avec un I. Youlin. Ouais, ça. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, puis c'est votre nom en plus, Absolument. donc il n'y a pas de raison d'en changer maintenant. C'est ça. Et vous êtes réalisateur et vous êtes surtout l'organisateur du tournoi des cités fantastiques en Ado, Oui, Ado, tout à fait. H-A-D-O, H-A-D-O, Ado, ça veut dire vibration en japonais. c'est ça. C'est ça. Et qui va avoir lieu, c'est un tournoi qui va avoir lieu du 24 au 29 Sur Sky, ouais, sur les voilà, villes de sur Sky. Saint-Quentin, ça commence à aller en cours, ça finit à Trappes. Tout à fait. Vous allez nous parler de ça parce que, évidemment, beaucoup de jeunes, là, on parlait de la réalité virtuelle, vous avez vu, c'est intéressant, ouais. qui peut être utilisé pour la santé. Là, on reste dans le gaming, dans le jeu, Dans la réalité augmentée. et la réalité augmentée. Voilà. Là, avec le casque. Avec un casque, mais qui se projette dans la réalité, donc qui augmente la réalité. On se voit les uns les autres, D'accord. mais on augmente la réalité. Très bien, on va en parler dans Bien quelques sûr. instants. Céline Charles, bonsoir. Alors, vous avez fait la sélection des films qu'il faut aller voir cette semaine. Ah oui, exactement, un thriller et 2 comédies. Et 2 comédies, voilà. Oui, il y a de belles sorties cette semaine. Des belles sorties cette semaine, c'est vrai. Absolument. Mais auparavant, on va s'intéresser à un garçon qui s'appelle Yuri Kadial. Yuri Kadial est paraplégique et pourtant pongiste. C'est la preuve qu'on peut surmonter son handicap et c'est la preuve que même en situation de handicap, on peut prendre soin de soi. C'est un sujet que vous verrez dans cette émission qu'on diffuse qui s'appelle Les Yeux de Morgane, qui est consacrée aux personnes atteintes de handicap et c'est un sujet de Julien Leroy. Bienvenue dans ma salle de bain, c'est là que je me prépare tous les matins. De l'autre côté du miroir, afin de faire tomber les préjugés, pour Yuri Kadial, sportif de haut niveau et comédien parisien de 35 ans, prendre soin de soi est un rituel quotidien. Suite à un accident de moto en 2010, l'homme est devenu paraplégique. Malgré son handicap, avoir une bonne image de soi reste pour lui indispensable. Entretien de la barbe, parfum et un petit secret beauté, l'huile de ricin. Pour coller le cheveu, à même le crâne, cacher la calvitie, et puis en même temps essayer de donner un petit volume. En fait, c'est mon regard à moi qui me préoccupe. C'est ce que moi, ça me plaît. Si ça me plaît pas, non, ça plaira pas aux gens. Par contre, si ça me plaît, ça va du coup influencer ma confiance en moi. Handicapé à 78%, Yuri Kadial tient à valoriser ses capacités physiques restantes en tirant une force de sa paraplégie. Il décide de ne pas subir sa vie et de conserver son optimisme pour entreprendre ses nouveaux projets. J'ai des potes qui se laissent aller, qui sortent pas de chez eux, qui sont en mode je suis handicapé donc de toute façon, quoi ça me sert de mettre des godasses alors que j'ai pas de sensation, tu vois. Puis mes pieds elles sont sur ma palette, elles bougent pas. Je la bloque, je l'attends pas. Ouais. Aimant relever les défis, Yuri Kadial a intégré l'équipe de France handisport comme pongiste depuis 2 ans. Il s'entraîne dans cette salle de voisin le Bretonneux 4 fois par semaine. Même sur le terrain, le sportif tient à renvoyer une bonne image de lui à son concurrent. Il s'en fout, hein. Que tu sois moche, beau, chauve. Mais le style et la façon dont on est habillé renvoie quelque chose à l'adversaire. Ça renvoie quelque chose au regard extérieur. Que celui qui te regarde à la caméra, que celui, le spectateur, le téléspectateur, peu importe, il voit. Donc c'est comment tu te situes. On en revient à si tu t'apprécies toi, si tu aimes ce que tu portes, si tu aimes comme tu es, si tu t'aimes, les gens t'aimeront de cette même manière-là, tu vois. Yuri Kadial participe actuellement à des tournois internationaux pour espérer se qualifier aux Jeux Olympiques 2024. Il saura d'ici 1 an si son vœu est exaucé. Une occasion de faire bonne figure sur le plan sportif et esthétique.
Apprendre à s'aimer, apprendre à prendre soin de soi, c'est très important pour les personnes en situation de handicap, c'est important pour tout le monde aussi. Et puisqu'on parlait des yeux de Morgane, il se trouve que Morgane Legrand, qui présente cette émission, était venue ici et je l'avais interviewée. Et justement, elle est atteinte de cécité et pourtant, elle aime, comme elle va le raconter dans cet extrait, dessiner et courir. Vous aimiez dessiner et vous aimez toujours dessiner. Oui, oui, c'est un peu atypique. vous faites bien d'en parler, mais effectivement, j'adorais dessiner des portraits au fusain. Alors, je le fais un tout petit peu moins parce que ça me demande beaucoup de concentration et de fatigue visuelle et que le potentiel visuel a baissé. Mais j'adore toujours tout ce qui est artistique, l'histoire de l'art, même en ne voyant plus, ça me passionne toujours. Vous servez de l'espace entre les doigts, c'est ça, pour mesurer un peu les... Voilà, ce qu'est un visage, par exemple, enfin, la taille d'un visage ou d'un corps, enfin, je ne sais pas, c'est ça? Tout à fait, oui, tout à fait, pour bien mesurer l'espace sur la feuille, les proportions, etc. Voilà, il y a des petites astuces bien pratiques, quand même. Oui, mais alors, c'est peut-être un peu... Je dis ça, mais c'est peut-être un peu dommage de ne pas voir le dessin qu'on a fait. Vous le décrivez ou vous le sentez peut-être tel qu'il est? Alors, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Alors, il existe des stylos en relief que je n'ai pas encore testés. Et sur le côté ne pas voir le dessin, disons que je m'auto-persuade, je me dis... Oh, ça doit être réussi. Voilà, c'est un avantage. C'est un avantage, voilà. Tout à fait. Vous faites aussi de la course à pied? Oui. Vous aimez bien ça? Oui, c'est vrai. J'ai couru en binôme. J'ai eu cette chance et c'est super. Alors intéressant, mais aussi immersif, puisque les réflexes, l'environnement. Alors tout change quand on ne voit pas. Évidemment. Et voilà, ça permettait aussi de retrouver de la liberté et plein de sensations. Donc bien sûr, c'est super la course à pied. Voilà, c'était Morgane Legrand. Nadir Yulin, le tournoi des cités fantastiques en ado. Ado, rappelez-nous, parce que je ne connais pas tous le japonais. Tout à fait. Ici, vous savez, j'ai appris il y a peu. Ado, ça veut dire vibration en japonais. Pour un peu les aficionados qui ont joué à une certaine époque ou qui jouent encore à un jeu très connu qui s'appelle Street Fighter, les personnages faisaient des Hadoken. En fait, ils envoient des boules d'énergie, de vibration, même pour les fans. Et on les ressent sur les. On les voit. Il y a pas. En fait, alors le tournoi, il est autour du Hado. Le Hado, c'est le premier sport d'équipe au monde en réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on se voit, on est tous ensemble. D'ailleurs, c'est des équipes de 3 contre 3. Inclusive, accessible aux personnes en situation de handicap. Oui, absolument. Oui, c'est pour ça que vous regardiez avec intérêt tout à fait. Sujets. Oui. Et en fait, on a un casque et un capteur de mouvement. On est dans une arène où, disons qu'il y a des capteurs répandus un petit peu partout. Et en fait, dès qu'on fait un mouvement, on génère une boule d'énergie comme un Kamehameha dans Dragon Ball Z. En gros, c'est une savante combinaison entre Dragon Ball Z et une balle aux prisonniers futuriste. Et donc, on envoie une boule d'énergie ou alors on fabrique en réalité augmentée, donc comme en holographie, comme un hologramme, un bouclier comme dans Black Panther, afin de contrer les boules d'énergie qui viennent de l'équipe adverse. On fabrique des boucliers pour son équipe. Ça se joue comme du squash en match très intense. Donc des manches très courtes, d'1 minute 30. Et c'est on multiplie physique. les manches, c'est très physique, c'est très sportif. Il y a beaucoup de sportifs qui viennent jouer et qui participent au tournoi, des adultes et des plus jeunes. Et à chaque fois, ils sont très étonnés de l'intensité du jeu. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est une combinaison entre le développement du jeu, d'un sport, d'un e-sport et du la pur technologie physique. Actuelle. Quoi. Absolument, on est vraiment dans le physique avec tout ce que ça amène dans le côté innovation. Quel âge les joueurs? À partir de 7 ans. À partir de 7 ans, on fait des combinés. On fait souvent nous, le tournoi, on le règle entre 7, 11 ans, 11, 15 ans, 15 ans et plus. D'accord, il y a des catégories. Oui, il y a des catégories. On a fait aussi des tournois plus amicaux intergénérationnels, avec les seniors et les plus jeunes, et ça marche très bien. Ça marche bien, oui. Ça marche très bien, et même les parents viennent, on fait des petites manches un peu amicales comme ludique, ça, tout à fait, où les parents peuvent jouer avec les enfants ou face aux enfants. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on n'est pas contraint par une limitation physique. C'est pas parce qu'on est un grand gaillard
qu'on va gagner. Qu'on va gagner. Absolument. Ouais. L'année dernière, il y avait 3 jeunes filles qui ont remporté face à une équipe de 3 jeunes de Maurepas qui étaient très forts, mais peut-être qu'ils se croyaient un peu plus forts que ce qu'ils n'étaient. Et la vivacité, l'intelligence, la stratégie de jeu en équipe, l'esprit d'équipe aussi, a fait que les 3 jeunes filles qui étaient beaucoup plus menues on remportait le match, ouais, tout à fait. Alors, ça commence le 24 à Elancourt. Après, il y a la Verrière, Maurepas, la Verrière, Trappes. Et la finale. Et finale le 29. Absolument. À Trappes, à la salle Jean-Baptiste. C'est quoi? C'est des tournois avec des éliminations à chaque fois, des équipes qui se qualifient? Tout à fait. Il y a dans chaque ville. On va dans chaque ville et on permet aux participants de créer leurs équipes. Donc souvent, en plus, ils prennent des noms d'équipes de manga, etc. Oui, c'est festif. Voilà, c'est très fun et du coup dans chaque ville il y a une partie des équipes qui sont qualifiées et à la fin on a la finale qui se joue donc dans une ville. Cette année c'est Trappes qui nous fait le plaisir de réunir la finale et Elancourt nous a fait le plaisir de nous accueillir. Je dois dire que on a de la chance que les villes Ascaï, la Verrière, Maurepas, Elancourt, Trappes ont joué le jeu de l'innovation, du e-sport et m'ont fait confiance. J'ai fait ça fait du bien pour les jeunes voilà, aussi, c'est une occupation formidable. Tout à fait. Ouais. Et donc, parce que il y a évidemment le gaming, mais d'abord je voulais dire 2 choses. La première, c'est que vous êtes labellisé Olympiade culturelle par le comité Paris 2024. Absolument. Absolument. On a eu cette chance-là. C'est important. Tout à fait. On a eu cette chance-là. En fait, quand on a lancé au début de manière totalement neutre, indépendante, sans rien. Justement, les villes de Sky ont joué le jeu, ils m'ont fait confiance. Ça a bien marché. Et derrière, on a eu cette reconnaissance avec des soutiens de la région Île-de-France et une certification, une labellisation Olympiade culturelle. Et du coup, le tournoi maintenant, le temps fort, il y a un temps fort qui commence toujours par Sky. Et après, il y a un déploiement un peu dans toute la France. On l'a fait jusqu'à Marseille. Absolument, on va retourner à Marseille, là, Paris 18e, Paris 19e, Pierrefitte. Voilà, on ne faisait pas partout. Mais c'est vous qui l'avez créé. C'est nous qui avons créé ce tournoi. Voilà. Et le but, en fait, moi, ma vocation en tant que cinéaste, déjà, j'avais la curiosité, toujours comme fidèle compagnon, et étant vraiment impliqué dans le quartier, que ce soit le Bois de l'Étang, Trappes, Elancourt, et les autres quartiers des environs, c'était de créer du capital culturel. Et pour créer du capital culturel, j'ai bien senti que la fracture numérique s'imposait, qu'il y avait une forme de jet lag. Alors c'est à ça que je voulais vous dire, parce que vous dites notre mission, c'est justement de fracturer la fracture numérique. Absolument. C'est-à-dire que c'est un peu... On a lancé d'abord les Cités Fantastiques, qui est un parcours en réalité virtuelle, où le but, c'est de s'alphabétiser sur les technologies d'avenir. Vous venez et vous découvrez ce que c'est que la réalité virtuelle, créer des métamondes, ce que c'est que la réalité augmentée, ce que c'est que l'holographie, distinguer, travailler. Et j'ai très vite compris que, si vous voulez, il y a 10 ans, si je vous disais que je vous avais envoyé un film sur votre iPhone, vous disiez, bon, c'est peut-être... Et là, le temps se rétrécit. Le temps se rétrécit. On le voit encore plus avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. Donc, en fait, les temps de compression et d'évolution et d'innovation vont plus vite. Et il y a un problème, c'est quand on reste comme quand on va d'ici à Los Angeles, il y a un jet lag de 9 heures. Ben là, il y a un jet lag technologique qui se met en place. Et nous, on s'est dit, on va fracturer. Voilà, ne pas mettre de côté des populations. Et ça marche. Et ce qui nous intéressait dans le tournoi des Cités Fantastiques, c'était qu'en plus du e-sport, en plus du côté futuriste de ce sport-là, en plus il y a un challenge, c'est-à-dire qu'on peut inciter des talents, parce qu'il y a les championnats du monde à Tokyo, il y a 120 000 $ de prize money à Tokyo, il y a les championnats de France à la Japan Expo, mais en plus de ça, quand les jeunes viennent jouer, on pique leur imaginaire. Et c'est là où on fabrique du capital culturel. Ce que vous dites ici, c'est aussi l'idée d'éveiller les imaginaires. C'est-à-dire qu'un jeune... Fracturer la fracture numérique et éveiller les imaginaires, c'est les 2 missions que vous êtes fixées. Et c'est vachement bien. Absolument. Bravo, et c'est bien de faire des... En plus, vous en parlez très, très bien. Non, mais vous jouez, vous? Absolument, moi je joue. Vous êtes bon? Vous allez gagner au Japon? Non, honnêtement, je m'entraîne pas assez. Je me suis trop penché sur derrière la caméra.
voilà, voilà. Derrière la caméra. Mais je suis intéressé par même à terme pouvoir développer nos propres technologies avec des jeux qui ont des références aussi culturelles. C'est-à-dire que c'était important de comprendre ces technologies, de comprendre que derrière, il y a de la création artistique qui est possible, mais il y a également du business, il y a de l'entrepreneuriat. Et ça, les jeunes qui viennent participer, on essaie toujours d'aller toucher sur ça. C'est-à-dire que demain, tu peux, à partir du moment que tu comprends une interface de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, il ne faut pas se faire intimider par les mots. Les mots, c'est de la langue française ou c'est de la langue anglaise, c'est tout. Et derrière les mots, eh ben, en fait, il y a des séquences à comprendre et c'est faisable, c'est accessible. Et il y a plein de choses à déployer, que ce soit, on l'a vu tout à l'heure, dans la santé, comme ce soit dans l'univers de l'éducation, que ce soit dans l'univers du tourisme, en fait, dans l'univers du cinéma, qui est mon univers de prédilection. Mais en tous les cas, il y a plein d'éléments à développer et qui sont aujourd'hui accessibles. Et à l'intersection de tout cela, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Les jeunes, ils peuvent s'en emparer. Dans le monde qui arrive. Hein, c'est ça. Et ils peuvent s'en emparer, ils doivent s'en emparer. Et vous, en tant que réalisateur, je pense que cette image virtuelle, tout ça vous passionne. Absolument, absolument, ça me passionne. Et en même temps, pour moi, ça peut être aussi des leviers, des tremplins, parce qu'il y a parfois où on veut créer en tant qu'artiste assez librement, et il y a des outils comme ça qui viennent et qui nous permettent de scinder, de rapprocher des corps de métier. Absolument. Et du coup, en tant que créatif, des métiers, des populations, des gens qui ne se seraient pas rencontrés sans ça. Absolument. Et c'est absolument formidable. C'est un lien social aussi, quoi. Tout à fait. On a été voir quelques enfants qui ont essayé le ado. On va regarder leur réaction, puis nous en parler après. Moi, j'avais bien aimé le casque, c'était amusant d'avoir. Ça faisait bizarre parce que on aurait dit que c'était loin, mais quand on mettait notre main, c'était tout près. C'est esquiver, parce que quand il lançait des boules, il les lançait dans le vide. Le fait de lancer des boules sur nos adversaires et comment on les lançait, je trouvais que c'était bien. Là, c'est pas le personnage qu'on a dans le jeu, c'est nous le personnage. Du coup, j'ai aimé ce fait. Voilà, ils sont ravis, quoi. C'est ça. On parle des fois de métaverse. Oui. Et voilà, c'est à la mode. Et en fait, là, tout de suite, si vous voulez l'interface, quand je vous mets le casque, vous voyez le terrain dans lequel vous êtes, vous voyez vos coéquipiers, sauf qu'on ajoute des couches. Un peu comme Pokémon, vous voyez un Pokémon dans la rue. Là, on voit des couches, on voit son bouclier, et il y a une interface un peu de jeu vidéo. Sauf que vous êtes le player, vous êtes le joueur. Et vous êtes acteur du jeu réellement, physiquement, dans vos mouvements. Donc, c'est ça comme la réalité augmentée. On est dans ce lien-là. C'est pour ça que c'est passionnant, parce que c'est pas la société de demain, c'est déjà la société d'aujourd'hui. Non, c'est la société d'aujourd'hui. Absolument. Mais qui peut être très perturbante pour certains, très changeante par rapport à ce qu'on a connu. Enfin, oui. Mais après, on est là pour ça. On est là pour ça. Et c'est bien par le jeu aussi d'apprendre, de pénétrer dans cette société qui va être la nôtre. Oui, tout à fait. Merci. Merci de dire. Donc je rappelle, du 24 au 29, voilà. Ça commence à Elancourt, ça finit à Trappes, les finales à Trappes le 29. Voilà, l'inauguration s'est faite à Elancourt. On peut y aller en spectateur, c'est bien sûr, vous pouvez y aller en spectateur, parce qu'en plus le match, donc les matchs se jouent en live, et dans toute l'installation qu'on a, les matchs sont projetés sur un écran géant, et donc sur l'écran géant, vous voyez la même chose que ce que les joueurs voient, c'est-à-dire vous voyez la réalité augmentée, vous voyez les hologrammes, vous voyez les jeux, vous voyez la même chose, vous voyez le timing du match, vous encouragez, les gens encouragent leur équipe, les conseils, un peu vraiment, on est un peu comme dans un match de boxe ou un match de basket ou de foot. Et d'ailleurs, moi je trouve que c'est très bien, le foot c'est formidable, mais l'idée aussi c'était de pousser les jeunes vers des nouveaux sports qui existent, sur lesquels on sait qu'en Ile-de-France c'est un des viviers de talents mondiaux pour le foot, et moi je pense que ça peut être demain un vivier de talent aussi pour le ado et le e-sport de manière générale. Le e-sport est un sport ? Le e-sport est un sport. Après, il y a une culture, on pourrait dire ça, puisque vous êtes... Il y a une culture, et vraiment nous sur le ado, ce qui est bien, c'est qu'on a un versant physique. Et c'est ça aussi qui nous a permis d'avoir la labellisation Olympiade culturelle. C'est-à-dire qu'on était vraiment singulier ça, c'est génial, dans la démarche. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Nadir. Vous restez avec nous parce qu'on va parler de cinéma, donc bien ça sûr. Vous intéresse avec Céline Charles, qui vous avez fait la sélection des films. Il y a de nombreux films qui sortent cette semaine. Vous en avez sélectionné 3. Et on commence peut-être par un thriller. Et oui, tout à fait. Il s'agit de Misanthrope de Damian Zifron. Alors, rien à voir avec la pièce de Molière. L'histoire se concentre ici sur Eleanor Falco, une policière à la psychologie très instable qui collabore avec le FBI pour appréhender un tireur fou qui multiplie les massacres aux États-Unis. C'est Shailene Woodley qui interprète l'héroïne, et elle partage l'affiche avec Ben Mendelsohn, un chef chevronné du FBI. Regardez.
Il y a 29 victimes. Chacun de ces tirs a fait mouche. Pas de douille. Pas un seul cheveu ou la moindre empreinte. Il ne veut pas mourir. Et il ne veut surtout pas être retrouvé. Nous allons le décevoir. Je vais bosser pour le FBI. Le FBI n'a pas voulu de vous. L'évaluation psychologique vous a fait échouer. Agressive, addictive et antisociale. C'est le profil des personnes qu'on emprisonne, pas qu'on engage. Je pense que vous avez de l'instinct. Transformez-le en carburant pour alimenter de nouvelles théories. Tout de suite. Un thriller policier plein de tensions qui sait renouveler le genre. Le réalisateur en profite d'ailleurs pour dénoncer les violences systémiques qui gangrènent l'Amérique. Il est question par exemple de législation autour du port d'armes. Alors, Autre rendez-vous, c'est une comédie qui est signée Andrea Bescon et Éric Métayer, à qui on doit le fabuleux Les Chatouilles, qui est un film qui m'avait beaucoup touché. De nouveau, s'appelle Quand tu seras grand. Et oui, voilà, et les réalisateurs reviennent et nous plongent dans le quotidien, cette fois-ci d'un EHPAD qui se retrouve obligé d'accueillir une classe d'enfants en panne de cantine. Alors, à cause de cette cohabitation forcée, les habitudes forcément des uns et des autres vont se retrouver bouleversées pour le meilleur comme pour le pire. Et au fil du temps, les tensions du début vont donner lieu à des rencontres touchantes. Les liens entre générations vont venir déjouer un sentiment de solitude pesant, comme on peut le savoir, chez les pensionnaires et les enfants. Réconfort, bienveillance et générosité humaine vont côtoyer la violence institutionnelle et l'isolement, le tout bordé d'humour et de tendresse. On regarde un extrait. C'est mes parents, ils s'en foutent de moi. Nous, c'est vos enfants qui se foutent de nous. 6 résidents sur 10 n'ont jamais de visite. Ces enfants, c'est une chance de les avoir. Je peux jouer avec vous? Je t'ai apporté un truc. Trop classe. Il est à toi? Ah oui? Ils peuvent être encore plus heureux. Il suffit de le vouloir. Et on termine. Pardon. Petit clin d'œil du destin, c'est que la première fois que j'ai coécrit, c'était une pièce de théâtre avec Éric Métayer. Avec Éric? Voilà. Qui est un type formidable. Tout à fait. Shakespeare le défi. Ah oui. Et je dis, leur premier film, Les Châteaux, il a été un film absolument formidable. Ouais. Beaucoup de sensibilité. On termine par le troisième et dernier film qui est votre choix. C'est une comédie qui fait un peu peur, et dans laquelle on peut retrouver Joaquin Phoenix. Tout à fait, je vous préviens, ce film est un petit peu spécial. Harry Astor nous plonge dans un trip drôle et hallucinatoire où l'on suit les aventures de Bo Wasserman, un homme paranoïaque et angoissé interprété justement par Joaquin Phoenix. Cet homme perturbé et asocial n'a qu'une seule personne dans sa vie, c'est sa mère, qu'il va tenter désespérément de rejoindre tout au long du film. Mais c'est sans compter sur de multiples catastrophes burlesques qui vont venir perturber sa quête. Il va se retrouver renversé, poignardé, accusé, jugé, et j'en passe. Une représentation un peu chaotique et surtout très métaphorique de son esprit et du monde absurde dans lequel nous évoluons. Et puis on termine avec le cinéma, avec un film alors beaucoup plus classique. C'est le coup de cœur d'un autre réalisateur qui s'appelle Gauthier Barra, qui est versaillais, et qui va nous parler d'un film culte, c'est Le Kid de Charlie Chaplin. Je vais vous parler aujourd'hui du film The Kid de Charlie Chaplin, connu sous le nom de Charles Spencer Chaplin. Il a été réalisé en 1921, donc par lui. Il a été producteur également, il a été interprète du film. On peut parler ici d'une comédie américaine, mais aussi d'un drame. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on part sur une histoire qui raconte la vie d'une femme qui n'arrive plus à vivre, elle et son enfant. Du coup, elle va décider tout simplement d'abandonner cet enfant, ne sachant que faire. Et du coup, Charlie Chaplin va tomber sur cet enfant. Il ne faut pas oublier que Charlie Chaplin joue régulièrement le rôle du vagabond. Le vagabond qui n'a pas de sous, qui essaye de se battre pour vivre, pour avoir un toit, pour avoir à manger et un travail. Il va concrètement se créer une relation entre cet enfant et Charlie Chaplin. Il
faut savoir que Charlie Chaplin, du coup, va lui apprendre tout ça, toute la vie. Il va lui apprendre comment ça se passe quand quelqu'un nous marche dessus, sur les pieds. Comment travailler, comment se battre pour avoir à manger le soir. Il va lui apprendre la vie de façon tout simplement pure et naturelle. On a Jackie Coogan qui joue le rôle de l'enfant de façon juste merveilleuse, touchante, émouvante, on va dire même pure et avec tout simplement ancré dans son temps. C'est-à-dire qu'à l'époque, le petit côté visage d'ange, pur, on le voit, on avait juste envie de le serrer dans les bras. Et Charlie Chaplin va faire ce geste-là, va faire ce geste de l'accompagner tout au long de sa vie et va avoir une véritable relation père-fils. Voilà. Charlie Chaplin signera également la musique de ce film, qui va ajouter encore plus un côté émouvant, un côté touchant. Et il signe ici ce qu'on appelle une œuvre du 7e art, tout simplement. Ancré dans son temps, ancré encore aujourd'hui, toujours aussi émouvant, toujours aussi touchante. Et il va réussir du coup, une fois de plus, à nous donner beaucoup d'émotions, tout simplement avec sa part de muet. Un film qui pourrait se résumer par 2 mots. Tout simplement une larme et un sourire. Très jolie formule de Gauthier Barra. Vous connaissez la petite fille de Charlie Chaplin qui a failli jouer dans un autre film. Dans mon premier film, Un dîner presque français, qu'on n'a pas réussi à finir, à faire. D'ailleurs, on avait fait juste quelques teasers ensemble. C'était Dolores Chaplin, oui, avec qui j'entre une bonne relation. Et c'est vrai que c'était sympa de l'avoir dans mon premier projet. C'était il y a plus de 10 ans. Et du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à elle. Ça m'a fait penser, bah oui. Donc si elle nous voit, salut à toi Dolores. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nadir Younan. Merci beaucoup Céline Charles. Un petit coup d'œil avant de se quitter sur la météo, ça vous intéresse le temps qu'il va faire demain? Bien sûr. Bon, on va regarder. Alors, vous voyez, le matin, c'est pas très gai, c'est à peu près 10 degrés, il faut se couvrir un petit peu quand même. C'est nuageux, et puis l'après-midi, il y a de la pluie. Alors, la pluie, certains disent c'est pas bien, il faut prendre. Et puis c'est très bien parce qu'il n'a pas assez plu pour les agriculteurs, donc c'est très bien qu'il pleuve un peu. Et en plus, il fera 16-17 degrés, donc c'est pas si mal. Voilà. Cette édition du 7-8 est terminée. Demain, vous retrouverez une nouvelle édition avec Nadine Ralech. Merci à tous et à très vite.